Notre invitée de la semaine ce soir, la présidente du Conseil des communautés culturelles et de l'immigration du Québec, Mme Juanita Westmoreland-Traoré. Madame Westmoreland-Traoré, bonsoir. Bonsoir. Quand on regarde un peu le phénomène du racisme dans les sociétés occidentales, il y a un paradoxe qui se présente à peu près toujours. D'abord, on ne se trouve jamais personnellement raciste. On extrapole et on se dit, il n'y en a pas tant que ça. On entend par contre une blague raciste, même chez quelqu'un qu'on connaît bien, on se dit, ma foi, oui, ça existe. Peut-être qu'il y en a plus qu'on pense. On ne sait jamais où se trouve la vérité. Sommes-nous, par exemple, au Québec, dans une société largement raciste? Je ne peux pas généraliser. Moi, je pense que c'est plus important de dire que lorsqu'il y a des comportements racistes, c'est à ce moment qu'il faut agir pour arrêter ces actes parce qu'ils sont très discriminants, ils sont très blessants pour les individus. Moi, si je regarde au niveau de l'ensemble, ce qui me préoccupe le plus, peut-être, c'est la situation des jeunes. Ceux qui sont entre 15 et 25 ans. Et nous pouvons voir à ce niveau qu'il y a une discrimination qu'ils exercent parce qu'ils ont beaucoup de difficultés à trouver des emplois, soit des emplois d'été, soit même des travaux à temps partiel pour continuer leurs études. Et lorsqu'ils se mettent sur le marché du travail, ils ont encore là des obstacles. Alors, nous avons certaines statistiques, soit au niveau du taux de chômage des jeunes. Il y a eu certaines enquêtes qui ont été faites. Et nous avons trouvé à Montréal, pour les minorités visibles, c'est-à-dire les jeunes noirs, les jeunes indo-pakistanais, les jeunes indo-chinois, nous avons trouvé qu'il y avait un taux qui était presque plus que le double du chômage parmi ces jeunes. Ça, c'était pour l'année 84. Les données ne sont pas toujours tenues à jour, mais nous voyons à ce niveau qu'il y a non seulement une grande difficulté pour ces jeunes-là, il y a un genre de découragement, un genre d'aliénation, mais en même temps, pour la société, c'est une perte. Parce que ce sont là des ressources souvent qui sont formées, des gens qui ont continué à étudier et qui ne trouvent pas à se placer selon leur formation. Et quand vous comparez à votre expérience, parce qu'on pourrait toujours dire, il y a là-dedans de l'immigration récente, manque d'adaptation au milieu du travail et tout, mais vous qui êtes né à Montréal, vous me disiez avant l'entrevue, ça vous est arrivé aussi d'être exclu de certains emplois. Oui, c'est ça. Moi, je me souviens, j'avais même une cousine qui travaillait dans une usine de nettoyage et elle savait que pendant l'été, il y avait un travail. C'était un travail à la réception. Alors, je me suis pointée là avec toute confiance et on m'a dit très clairement, d'abord, ils me regardaient, ils passaient et finalement, quand ils se sont rendus compte que c'était moi la candidate pour le poste, ils sont venus me dire, Madame, on était très heureuse de voir votre lettre et tout ça, ça s'est bien présenté, mais malheureusement, comme c'est une poste pour la réception, on ne peut pas vous donner. Si c'était à l'intérieur, on aurait pu vous donner. C'était très clair. Et même quand j'ai été reçue, après mes études de droit, j'ai fait un stage dans un grand bureau. Mais je dois dire que dans le milieu, on m'avait aussi averti que, en tant que femme, en tant que noire, ce sera plus difficile pour moi. Et dans le fond, c'est un peu, quand je disais tantôt, on se pense jamais raciste, on trouve facile aussi de reporter ça sur le racisme des autres. La compagnie qui vous dit, on voudrait bien, on ne peut pas vous mettre à la réception parce que les clients n'aimeront pas ça. Est-ce qu'il y a de ce racisme poli? Est-ce que ce n'est pas finalement le plus insidieux? Est-ce qu'il y en a de ça à Montréal? Est-ce que vous le constatez encore aujourd'hui? Oui, je pense que pour ceux qui luttent en matière de droits de la personne, ils sont très habitués à ce qu'on peut dire des camouflages et on sait aussi qu'il y a une certaine politesse, comme vous dites, mais ce qui importe le plus, c'est la question d'emploi. Comment une personne peut-il gagner sa vie? Et deuxièmement, voyant les conditions économiques dans lesquelles la personne est placée, cela nous explique aussi ce qui arrive au niveau de la famille, ce qui arrive aussi au niveau de l'encouragement des jeunes par rapport à leurs études, la motivation et tout le reste. C'est vraiment une chaîne. Mais je voudrais revenir un peu sur ce que vous aviez dit tantôt au sujet des jeunes qui cherchent à travailler. Oui. J'ai entendu des présentations vraiment très bouleversantes des jeunes qui sont nés ici, qui ont fait tout leur système scolaire ici, jusqu'au cégep, université, et qui avaient les mêmes difficultés à percer sur le marché du travail. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais c'est assez représentatif pour qu'on s'en occupe. Bon, le nombre a quand même changé. Est-ce que ça n'aide pas la conscientisation? Vous avez grandi, je crois, à Verdun et dans la petite Bourgogne. Comment ça se passait à l'époque? Vous étiez très isolé en tant que minorité visible. Comment ça se passait à l'époque par rapport à aujourd'hui? Oui. Moi, c'est sûr que
maintenant, les élèves sont beaucoup plus nombreux dans les écoles. Il y a des écoles où la majorité des jeunes sont d'une communauté ethnique. Mais dans mon temps, il faut dire que c'était moi et mes parents, mes cousins qui étaient à l'école. On avait une bonne relation avec les enseignants. Je dois dire que les enseignants, les directeurs, directrices des écoles s'intéressaient à nous. Mais c'était surtout les jeunes qui étaient sur la rue. Vous savez, parfois les jeunes sont cruels et parfois ils répercutent ce que disent les adultes. Je me souviens très bien une fois, quand j'étais un peu plus âgée, quand les jeunes m'insultaient sur la rue, puis je dois dire dans les deux langues, je me suis fâchée, j'ai poursuivi le jeune jusqu'à chez lui et j'ai dit à sa mère, si elle ne le disciplinait pas, moi-même j'allais le discipliner. Je ne sais pas si je l'aurais fait, mais j'étais choquée. Et la mère m'a répondu, que voulez-vous, madame, tous les enfants font ça. Alors j'étais très déçue et je pense qu'on doit maintenant prendre la responsabilité de bien éduquer les enfants. Par rapport aux jeunes dans les écoles, étant donné qu'ils sont plus nombreux, c'est sûr qu'ils se fréquentent, ils communiquent, mais c'est très important pour nous de voir en sorte que la communication entre les jeunes s'améliore. Parce que dans les écoles, on est conscient que ces regroupements, parfois, peuvent amener à certaines frictions. Et si les responsables, les enseignants, ceux qui s'occupent des loisirs ne sont pas là pour apporter certaines mesures, certaines informations et donner le défi aux jeunes, ce n'est pas beaucoup. Bon. Et une des choses qu'on craint quand on se dit la bonne volonté n'est peut-être pas là, ou en tout cas les parents défont ce que l'école essaie de faire dans le sens de meilleures relations, une des choses qu'on craint le plus, c'est un scénario américain. Par exemple, à Montréal, là, il y a le nombre, il y a suffisamment de groupes de jeunes, de minorités visibles pour qu'ils essaient au moins de se défendre. Est-ce qu'on doit s'attendre à des scénarios, prenons Boston, par exemple, qui est une ville où il y a une large population blanche, de bas revenus. Donc, ce n'est pas comme la plupart des centres-villes américains. Il y a eu là des incidents très, très violents dans les écoles entre blancs et noirs. Est-ce qu'on doit redouter ça à Montréal? Je ne le vois pas. Je ne le vois pas immédiatement. Je ne le vois même pas nécessairement. Je pense qu'il y a suffisamment d'intérêt à Montréal. Vous-même, vous suivez l'actualité, vous voyez la discussion qui se fait. Vous voyez que certaines institutions sont actives. Je sais que lorsque moi, je faisais mon apprentissage de cette question, c'était dans les années 60, et j'étais beaucoup influencée par le mouvement des droits civiques aux États-Unis, les manifestations, les sit-ins, les occupations. Et c'était le moyen de revendiquer des droits parce qu'il n'y avait pas la législation, il n'y avait pas l'Equal Rights Act, etc. Et maintenant, au Québec, nous avons, si vous voulez, sauté cette époque parce qu'on a la charte maintenant, on a, je peux dire, notre conseil, on a, au niveau des différents ministères, il y a maintenant des politiques qui s'intéressent à cette question de relations interethniques, interraciales. Donc, si on s'en occupe, ce n'est pas nécessaire qu'on refasse le même chemin. Et vous évoquiez tantôt, non sans humour, les deux langues, mais regardons le milieu des minorités visibles lui-même. Il y a aussi deux communautés noires, finalement. L'une francophone, largement originaire d'Haïti, l'autre anglophone. Votre mariage est un peu mixte en ce sens-là. Vous avez épousé un noir francophone d'Afrique. Mais est-ce que les deux communautés s'ignorent? Est-ce que c'est à nouveau les deux solitudes aux deux bouts de la ville de Montréal? On pourrait, dans certains sens, constater qu'il y a quand même une séparation. Moi, ce que je vois, c'est qu'au niveau des responsables d'organismes, il y a une certaine tentative de rapprochement. Nous avons plusieurs, si je peux dire, associations où les personnes sont de provenance des différentes communautés. Je peux donner, par exemple, une initiative maintenant de mettre sur pied une caisse populaire, Mouvement des Jardins dans la communauté noire. Alors, il y a l'association des hommes et je devrais dire des personnes d'affaires et des professionnels de la communauté noire en collaboration avec l'Association des personnes d'affaires haïtiennes qui mettent sur pied cette initiative. Cela se retrouve aussi au niveau des associations de femmes. Mais outre les associations, est-ce que l'Haïtien de Rosemont, quand il entend parler d'un incident violent chez des Noirs anglophones d'NDG, se dit « c'est pas mon affaire, c'est les Anglais ». Est-ce qu'on en est là? Est-ce que... Il y a une solidarité qui joue toujours. Ce qui est remarquable, c'est qu'il y a cette réaction, parce qu'on le ressent tous, quand on voit que quelqu'un est victime à cause de la couleur de la peau, à cause de la race. On a certaines origines communes, on a certaines expériences communes.
Et à ce niveau, quand on se parle, on se comprend très bien. Et le poste que vous occupez, c'est le poste qu'a déjà occupé, par exemple, Madame Assimopoulos. Donc, il y a là tout l'éventail des communautés culturelles. Vous avez une excellente vision de ça. Quand un des phénomènes les plus navrants qu'on a constaté aux États-Unis, c'est que parfois l'immigration récente va même devancer une immigration plus ancienne quand la couleur de la peau n'y est pas. Est-ce que vous sentez, par exemple, on a remarqué que les Grecs, les Juifs, les Italiens, les Irlandais aux États-Unis ont progressé plus vite que les Noirs qui étaient là avant eux. Est-ce que vous sentez ça? Oui, mais les Noirs aux États-Unis ne sont pas des immigrants, sont des fondateurs. Oui. Je dois dire aussi, la population noire noire aussi au Canada a des antécédents. Il y avait des explorateurs qui sont venus même avec Champlain. Mais sentez-vous que le Grec qui arrive à Montréal joue gagnant par rapport aux Noirs qui arrivent à Montréal? J'aime plutôt insister sur ce qui peut être des choses qui nous unissent. Bon, il est possible que certains essaient aussi d'être discriminatoires. Je n'aime pas généraliser, l'attribuer aux origines ethniques ou à l'appartenance culturelle d'un groupe ou d'un autre. Je préfère approcher cette question de pratiques de discrimination soit au niveau systémique, c'est-à-dire des pratiques qui ont évolué et qui sont exclusionnistes vis-à-vis certains groupes, ou j'aime dénoncer quand c'est intentionnel au niveau de la personne même, sans nécessairement l'attribuer à des groupes. Et vous ne croyez pas que le noyau raciste, quand il existe, est plus dur vis-à-vis la minorité visible que vis-à-vis la minorité purement ethnique ou culturelle? Le noyau est plus dur par rapport aux personnes de race autre que blanche. Ça, je le constate. Je pense que si nous regardons les indications sociaux, nous voyons la même chose. Je crois que l'acceptation des différences est quelque chose sur lequel on doit tous travailler. Je pense peut-être qu'on n'a pas fait suffisamment de recherche. Vous savez, on a mis beaucoup de recherches sur l'amélioration de la technologie, sur les avancements scientifiques, sur la fabrication de beaucoup de biens de consommation, mais dans les relations interhumaines, on a beaucoup à faire. Alors, c'est un fait que, à la fois à cause de certaines faits historiques, que ce soit la pratique de l'esclavage, du colonialisme. Il y a certains traits qui demeurent dans notre histoire, l'histoire que nous enseignons, dans nos pratiques, qui font que, parce qu'on n'est pas bien informé, les différences raciales sont toujours un obstacle. Et je crois qu'avec plus d'efforts et avec plus d'informations, on peut quand même le surmonter. Une dernière question. Vous avez défendu, il y a un incident qui va revenir tout de suite à l'esprit des spectateurs, le fameux incident de Sir George Williams. En 1969, Jean-Guy Cardinal, outré, dit-il, d'un saccage par les étudiants, majorité noire, de certaines installations informatiques. Est-ce qu'on a beaucoup progressé par rapport à cette société-là? C'était presque il y a 20 ans. Oui. Je pense qu'au niveau des institutions, nous avons des meilleurs outils maintenant pour combattre une situation de discrimination. Les étudiants auraient pu se plaindre à la Commission des droits, ce qui n'existait pas en 69. Et vous les défendiez à ce moment-là? Ah oui, moi je suis revenue pour défendre les étudiants de Sir George parce que, je l'ai dit, j'étais impliquée, dans le sens que c'était ma société. J'avais vécu ces expériences-là, je le comprenais et j'avais les moyens à ce moment pour les défendre. Mais à savoir si les institutions maintenant réagissent avec suffisamment de clarté et de vigueur, je crois qu'il y en a encore beaucoup à faire. Madame Westmoreland-Traoré, on compte sur vous pour le faire et sur nous. Merci.